dans les années à venir, car les écarts se creusent entre les pauvres et les riches. Et donc on est vraiment perdu, on ne sait pas où on va. Quoi. Ça c'est la parole des jeunes que je croise tous les jours. Et donc on a peur. Quoi. Et donc on est là pour soutenir, je pense qu'on est tous ensemble pour essayer de changer les choses, pour aller vers des choses plus positives, qu'on nous écoute, quoi, finalement, parce qu'on a des revendications qui sont bien. Voilà, c'était la parole des jeunes qui ont peur. Je voulais parler aussi des étudiants, qui vont ça rejoindre quand même les jeunes, qui ont du mal pour pouvoir poursuivre leurs études. Parce que quand ils sont à l'université, il y a quand même tous les frais d'inscription, les frais de la vie quotidienne, de logement, etc. Donc est-ce qu'on ne peut pas, justement, est-ce que le gouvernement ne pourrait pas apporter une aide supplémentaire aux gens qui sont défavorisés? Parce que, bon, moi je suis bien placée pour le savoir, ma fille est professeure à l'université de Bordeaux, et il y a quand même des étudiants qui galèrent pour arriver à continuer leurs études. Voilà. Donc là, il faut peut-être aussi que le gouvernement se bouge. Tu peux le dire, s'ils sont en colère les étudiants, c'est parce qu'il y a une augmentation des droits d'inscription sur... Je viens de le dire, les droits d'inscription, etc. L'école n'est pas la partie, il faut quand même aller. On va revenir sur un des sujets qui était aussi au niveau c'est devenu un gros mot aujourd'hui, mais la transition écologique. On sait qu'on va droit dans le mur. On a une multitude d'espèces animales et végétales qui sont en train de disparaître tous les jours. On a un réchauffement qui, malgré ce que nous dit Trump, quand même, qui est indéniable. Aujourd'hui, il n'y a aucun effort qui est fait pour contrer ce réchauffement. Il y a d'abord une détresse sociale, ok, mais une fois qu'on va avoir réglé cette détresse sociale, il va falloir qu'on règle le problème du réchauffement climatique. Parce que on entend les médias qui nous fascinent avec l'histoire des migrants. La France a connu bien plus de migration tout au long de sa vie. C'est une diversion en fait. Aujourd'hui, on va droit dans le mur, on le sait, mais tout le monde laisse la tête dans le sol, fait l'autruche. On a une multitude d'argent, 60% des sommes d'argent c'est énorme, qui doivent être utilisées pour cette transition énergétique. Le peu de pétrole qui reste, il n'est pas pour les actionnaires, pour nos politiques. On parle de politique, mais il y a des gens qui ont encore beaucoup plus d'argent pour la finance. On a entendu tout à l'heure parler de la finance. On doit absolument récupérer ces sommes d'argent pour faire un monde qui soit vivable pour tous. Les transports en commun, ce n'est pas des économies tagliatelles, on va transformer tous nos moteurs en essence. Tout ça, c'est des manipulations de fric. Total a fait 10 milliards de profits l'an dernier. Rien n'est réinvesti pour l'écologie, quoi, par exemple. Alors, si vraiment ils avaient l'intention de prendre les taxes carbone, d'augmenter le prix du gazole, franchement, Total, voilà. La réalité, c'est qu'ils vont tous crever de maladies, de choses qui vont arriver avec le réchauffement climatique dans les 40 années qui arrivent, 30-40 années qui arrivent maximum. D'autant plus que on est super mal barré. Le GIEC annonce, tous les scientifiques du monde ont annoncé, on attend quoi? Nos dirigeants continuent à jouer avec l'argent, à faire des échanges avec les États-Unis, le Canada, l'Amérique du Sud. Total, au large de la Guyane, a toujours en prévision, après 2040, de faire des explorations pour des fourrages pétroliers. Au large de la Guyane. C'est surtout après 2040, donc ils ne veulent pas arrêter le gazole ou l'essence, il faut arrêter. Ils viennent d'obtenir 5 autorisations de prospection. Beaucoup de... Alors quand on parle de lutter contre... On va recadrer le sujet un petit peu, parce que bon, on va quand même recadrer le sujet sur des choses qui sont préoccupantes dans l'immédiat pour les personnes qu'on a rencontrées. Donc on a classé ça en différentes sortes. D'abord, on va parler du pouvoir d'achat en fait. Donc on en a parlé tout à l'heure. Donc vraiment, il nous faut une hausse significative des salaires et des retraites. Oui, voilà. Parce que ça, nous on ne peut plus vivre, comme je vous disais tout à l'heure, si vous pouvez m'en donner l'argent, on ne peut plus vivre avec ces sommes-là. Ce n'est plus possible. Donc il faut trouver une solution, justement, pour que les gens puissent vivre décemment. Vivre de son travail. Parce que franchement, même moi, quand j'ai travaillé, sa retraite, même moi quand j'ai travaillé, des fois je me dis, mais arrête de travailler, parce qu'à quoi ça sert? Je n'ai même pas de quoi me faire un petit plaisir à la fin du mois. D'acheter des chaussures ou d'acheter un vêtement, on en est là, et je suis à découvert tous les mois. Et ici,
Il y en a beaucoup qui sont à découvert comme moi. Et des gens que j'ai rencontrés, c'est la même chose. Ils sont à découvert tous les mois. Et ils payent dans les états. Attends, s'il te plaît. Et ils payent des agents, ils donnent de l'argent encore aux banques qu'ils ont pas. Les banques, c'est un gros problème. Et le banque, c'est un problème. Les banques, il faut revoir. Ensuite, on parlait des baisses des charges sur les entreprises et des taxes. Je connais une entreprise, je discutais avec un monsieur, il y a une petite entreprise, il me dit moi je suis prêt à embaucher des gens. Le problème c'est qu'on le taxe à 52%. La moitié de son salaire part dans les taxes. Andros, qui est une grosse société que tout le monde connaît, est taxé à 17%. Alors vous voyez là les justices qu'on retrouve aussi. Vous voyez, là, c'est toutes ces petites entreprises, ces petits artisans, tout ça, ils pourraient créer de nombreux emplois. Et là forcément, ça remettrait de l'argent de la sécurité sociale, et ainsi de suite, on ferait repartir la machine. Ensuite, on est dans les renforcements de l'aide à l'emploi, c'est pareil, on a abandonné l'aide à l'emploi. Il y a vraiment un gros problème dans l'aide à l'emploi. C'est que les gens, on les aide pas du tout maintenant. C'est devenu une catastrophe. Bon, on en reparle des baisses du prix du carburant, du fuel, du gaz et de l'électricité, c'est ce que les gens demandaient aussi. Une baisse, mais pas un gel. Voilà, pas une baisse, pas sur 6 mois. Alors là, par contre, il y a un gros truc qui est revenu, c'est stop aux privilèges. Parce que alors là, les privilèges, par exemple, moins de députés et de sénateurs, ça on l'a retrouvé. Par contre, moins de députés, il en faut, il faut un député par département, ok. Mais mettre en place une assemblée citoyenne. Ils ont dit, nous on aimerait bien dire des choses, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, avoir une assemblée citoyenne, voilà. Baisse de leur salaire. Alors là, c'est vraiment de dire, baisse de leur salaire. Je peux te rejoindre là 2 secondes par rapport à tous les PDG du CAC 40 qui font des milliards de profits, qui investissent à rien du tout. Il faudrait leur mettre un salaire maximum. Parce que quand on parle 10 millions par an, on va en parler. Il faudrait discuter. Discutant avec certains de vos collègues, j'ai entendu une proposition qui fait en fait pour les élus de conserver le salaire qu'ils avaient précédemment à leur mandat. D'accord. C'est-à-dire que la fonction d'élu ne leur permettait pas de doubler, tripler leurs revenus. En fait, celui qui gagnait le SMIC restait au SMIC pendant son mandat d'élu, ou alors il y avait un minima, un plancher pour un élu, mais en tout cas ça ne permettait pas de faire des choses. Et celui qui gagnait beaucoup plus n'est pas pénalisé et exerce son mandat dans les mêmes conditions. Donc c'est une chose que j'ai entendue 2 ou 3 fois. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Et puis, ça fait plaisir de demander. Mais il faut un salaire minimum et un salaire maximum. Des salaires plafonnés, on peut le faire. Voilà. Donc, alors par contre, ce qui est revenu, c'est la suppression, on en parlait tout à l'heure, des avantages des anciens présidents, parce que là, c'est une source de 10 millions d'euros par an, depuis le temps que Giscard d'Estaing, il nous en prend, franchement. Il le garde. Il le garde. Du coup, ça rapporte. Bon. Baisse des salaires de hauts fonctionnaires, là c'est pareil, on revient à ce qu'on disait, monsieur le sous-préfet, c'est des salaires entre 8 et 15 000 euros, donc là c'est pareil, c'est inadmissible par rapport aux petits gens qui gagnent le SMIC, ou moins que ça, ou les petits retraités, ou voilà. Alors j'ai eu une idée qui était super, c'est quelqu'un qui l'a sorti, c'est transformer le palais Élysée en musée. Le symbole du palais Élysée devient musée en fait. Alors là je peux vous dire que, mettons, allez, on prend 1 million de visiteurs à 10 euros, l'entrée, et encore je suis bas dans l'entrée, en termes de visiteurs, 10 millions d'euros qui vont rentrer dans la caisse de l'État. Vous voyez, les Chinois sont hyper contents de visiter le palais Élysée, et on mettra à l'effigie tout le monde. On mettra des maquillettes, on mettra Sarkozy, Macron, la vaisselle, la belle c'est marrant, c'est une idée et non pas qui nous coûte cher. Ils n'ont pas restauré la salle de bal. Ils n'ont pas restauré la salle de bal. Juste, voilà. Ensuite, les projets. Alors, donc les projets, on en a discuté tous ensemble avec des gens qu'on avait rencontrés, c'est mettre en place une assemblée citoyenne, une participation citoyenne, par référendum, donc, pour chaque projet de loi et chaque modification de la Constitution. Chaque projet de loi, tout ça, ça passerait par une assemblée citoyenne aussi, avec le député, et voilà. Une troisième chambre. Voilà, une troisième chambre, voilà. Et après, c'est le préfet ou le préfet qui fait remonter après les... Oui, mais comment on prend en compte qu'aujourd'hui, 100 départements avec 100 avis différents?
faire une majorité. Mais on a des députés déjà qui nous représentent. Non, je ferais déjà d'avoir une assemblée citoyenne qui puisse rencontrer le député, je ne sais pas, une fois par mois ou quelque chose une fois par trimestre. Hein, non, mais ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faut faire des référendums d'initiative locale, nationale d'ailleurs, beaucoup plus. De Gaulle, dans la 5ème République, alors moi je suis contre la 5ème République et je pense qu'il faut passer à autre chose. Mais quand même dans la 5ème République, il avait organisé des référendums nationaux, pas locaux. Mais où il tenait compte de la vie de la population. D'ailleurs, c'est le suite d'un référendum qui a démissionné en 1959. Donc voilà, l'obligation de tenir compte du résultat du référendum, contrairement à ce qui s'est passé en 2005, où il y a eu un référendum contre le traité constitutionnel et où ensuite Sarko, il a réuni le Sénat et le PS et la droite se sont arrangés entre eux pour faire passer l'accord de Lisbonne qui remplaçait le TCE. Ça devient insupportable. Est-ce que les maires n'ont pas un rôle à jouer là-dedans? Les maires, ils n'ont plus de pouvoir. Non, mais justement, il faut pas qu'ils retrouvent. C'est quand même les premiers élus. Le problème avec la loi NOTRe, vous êtes bien placé pour savoir, avec la loi NOTRe, on a transféré les pouvoirs des mairies sur les grandes communautés de communes où les élus qui sont censés être élus, en fait, ne sont pas élus. Ils sont tous désignés entre eux. Et au niveau des élus locaux, on a le même problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un élu qui est là depuis longtemps, comme tu disais. On a 2-3 personnes qui sont avec lui et l'ensemble du conseil municipal suit les idées de ces 2-3 personnes, des fois qu'une. Et là, il n'y a pas de démocratie. Et aujourd'hui, le citoyen qui va essayer de venir assister à son conseil municipal, même dans une petite commune, il est considéré comme un casquette. Et là, ouais, il a le droit de dénigrer parce qu'ils ont raison. C'est un casquet qui est là, qu'est-ce que tu cherches comme histoire, pourquoi tu es là. Et aujourd'hui, on a difficilement accès parce que ce sont des gens qu'on connaît. Et voilà, si on va se présenter au conseil municipal, même en ayant le droit, on a du mal à être entendu. Pas forcément entendu, mais on va être mal perçu dans le village en disant voilà. Et parce que justement, ce sont des gens, ça ne tourne plus assez. D'ailleurs, vous devez savoir, je ne sais pas si c'était vous ou M. le préfet qui y était, sur la commune de Sarrazac, le problème de l'eau, de l'être courant, j'ai été mis dehors de la réunion. Ah, ça, c'est pas normal. Oui. C'est la démocratie. Ça, je l'ai écrit. Donc, c'est quand même pas logique. Et j'ai des terrains qui sont impactés un peu. Alors, la démocratie, pas trop. Moi, j'en reviens à l'implication des maires. Je trouve que, franchement, c'est les premiers représentants de... Voilà, donc il faut... Du peuple. Il faut supprimer la loi NOTRe qui relève tous les pouvoirs aux maires. Qui arrive à produire des aberrations sur le plan justement du traitement de l'eau. Moi j'habitais en Dordogne, une commune qui avait une petite commune qui s'appelait Mozin-Sémirmont et qui était très forestière, qui avait effectivement, si vous voulez, son captage d'eau à elle, sa régie municipale. La régie municipale est passée effectivement à la Comcom et qui a revendu cette régie municipale et qui a affilé la gestion à Veolia. Ah bravo! C'est un bien public, l'eau, c'est la passoire qu'on crève. Il y a des biens publics comme ça qui sont incompressibles. Et qu'on doit effectivement rester dans le domaine public. L'eau, l'énergie, je suis désolé. Surtout la bouffe, on en a marre de voir que les spéculateurs effectivement spéculent à la hausse sur la nourriture, sur la flotte, sur ci, sur ça. Quoi. Mais avec l'eau, il y aura le fric, toujours le fric. Quoi. L'eau, il y aura des avec la sorte, c'est vraiment. J'ai travaillé avec des biens. Franchement, maintenant, je n'ai pas voulu signer de ces niches de. Mais le plus triste là-dedans, c'est qu'ils parlent de surproduction, de surconsommation. Mais on est dans une société tellement bête que même l'entreprise, les grandes enseignes, ils jettent la nourriture à la poubelle, ils dégagent des millions de bénéfices par an. Et cette nourriture qu'ils jettent à la poubelle, pourquoi ils ne la donnent pas aux pauvres? Pourquoi ils ne font pas une action de donner la nourriture au Resto du Cœur? Ouais, mais c'est resto du cœur, pour moi, ça ne devrait pas exister. Exactement, déjà, oui, parce que on alimente justement le la pauvreté. On fait le travail du gouvernement. C'est l'État qui alimente la pauvreté. À l'heure d'aujourd'hui, tu feras mieux si tu es au RSA que si tu travailles. C'est l'État qui crée cette situation. Alors attendez, on va continuer s'il vous plaît parce qu'on s'écarte. C'est bien d'avoir des idées qu'on s'écarte, tout ça c'est bien, on doit tous parler, c'est bien. Oui, alors après, plus d'institutions pour les personnes handicapées, parce qu'on a rencontré des personnes handicapées ou qui avaient des enfants handicapés et qui étaient vraiment dans la galère.
Ils n'avaient pas les moyens de les placer, de les... Donc voilà, on crée des institutions pour ces personnes-là, et des maisons de retraite aussi spécialisées dans le handicap, parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont des personnes handicapées vieillissantes, et ils ne savent plus quoi en faire. Eux-mêmes, les parents meurent, donc ces enfants, ils se retrouvent à la retraite à 60 ans, 61 ans, 62 ans. Bon, il y a des foyers occupationnels qui existent, mais c'est pareil, il n'y a pas assez de place. Donc on va arriver dans une société où il y aura beaucoup de travailleurs, de gens handicapés, et on ne saura plus où les mettre. Et là, on ne met pas assez de moyens dans le handicap, que ce soit dans le handicap. On voit bien qu'il y a des institutions qui se créent en Belgique au niveau de l'autisme, alors qu'on pourrait très bien les garder en France. Et par exemple, le nord du Lot, on pourrait très bien créer une institution comme ça. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas le tourisme. Oui. Mise en place d'une vraie politique environnementale dans chaque région de France. Les gens ils sont conscients des problèmes d'environnement, mais mettre en place une vraie politique environnementale dans les régions. Chaque région gère sa politique environnementale. Voilà. Vous voyez, là aussi, dans les échanges que j'ai eus avec les uns et les autres, j'ai souvent entendu les gens dire très bien, on va accélérer sur la transition énergétique, on va travailler pour l'environnement, mais à l'international, on sait très bien que la France est microscopique dans sa génération des pollutions. Il y a des géants, l'Inde, la Chine et autres. Et en fait, en réalité, le travail du gouvernement, du président de la République, c'est plutôt d'aller convaincre ces puissances étrangères de baisser. Et une fois que tout le monde sera à peu près à niveau, vous êtes prêt à faire des efforts. Je vous rapporte, la France, c'est 0,9% de la pollution mondiale. La France est regardée mondialement. Oui, on a un exemple. On est regardé mondialement. Si on fait un exemple, alors ça suivra. Oui, peut-être. On a, oui peut-être, mais une multitude de personnes, ce qui est énorme. On a la chance d'avoir cette rivière. Dans d'autres départements, ce sera le solaire. Dans d'autres départements, il faut utiliser l'énergie locale. Il faut arrêter de faire la méthanisation. C'est un très bon système, mais pourquoi le faire à l'échelle industrielle? On va faire de la méthanisation, c'est chouette. On ramène tout avec des camions et on épand tout sur une zone. Le but, c'est quoi? C'est de faire du fric. Toujours pareil. Et voilà, et ça crée très peu d'emplois. Mais par contre, on pollue tout notre pourrait faire du fric avec la méthanisation aujourd'hui. C'est une manière de gagner un peu les producteurs et de leur faire un revenu supplémentaire. L'éolien, il n'y a que des financiers qui investissent. Pourquoi? L'électricité coûte, le nucléaire, je crois que c'est 40 ou quelques taux. Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter parce que j'avais une coupure. Favoriser le fret SNCF. Voilà, donc on en a parlé tout à l'heure déjà. Ensuite, c'est rétablir les lignes SNCF, donc pour éviter de faire rouler les cars, on l'a dit aussi tout à l'heure. Voilà. Alors, ensuite, ce qui est ressorti, et on en a parlé aussi, c'est création d'un bureau d'études pour développer les voitures à hydrogène et électriques. Parce qu'actuellement, on voit bien qu'on sait faire et on peut développer les voitures hydrogène. Voilà, ça c'est hyper important au niveau. Voilà, un projet régional, un crédit dans chaque région commence à faire l'étude, travailler ensemble. Qui appartenait à pas de on ne sait pas trop comment, il est mort, cet homme. Et c'est lui qui détenait le brevet qui a été évalué à Total. Ouais. Si Total là, c'est qu'il y a des raisons. Oui, tu veux dire quelque chose? Par rapport à l'hydrogène, je vous donne un exemple. Il y avait une entreprise qui s'appelle Alstom, qui a été rachetée par les Américains, qui a été ensuite revendue à Siemens, qui a mis au point, pour remplacer les diesels et les locomotives diesel, des trains qui roulent à l'hydrogène. Il y a aussi Ariane qui s'envole, il n'y a pas de kérosène dedans, c'est uniquement l'hydrogène plus oxygène, le cryogénique. Donc on peut le faire là-dedans. Il se trouve que le problème qu'on a, c'est que Siemens a racheté Alstom et qu'aujourd'hui les brevets sont sous contrôle allemand. Les Allemands aujourd'hui sont en train de développer du ferroviaire à hydrogène, alors qu'on pourrait le faire en France. La politique qui a été née au cours des 15 ou 20 dernières années conduisent à brader notre industrie, notre savoir-faire et à le vendre aux autres. Ça devient insupportable. Garder nos emplois en France, c'est ça. Tu dis, tu auras un chèque de 2000 € si tu respectes tes conditions. Il a respecté les conditions. Ça fait plus de 2 mois qu'il attend le chèque. C'est 2000 €, c'est pas 20 €. Voilà, on leur a dit, voilà, ça fait comme ça, il a tout fait carré. Et ils sont vous êtes arrivé avec une voiture hybride. Oui, mais l'État nous dit qu'il faut qu'on change de voiture pour rouler avec des voitures propres.
Je pense qu'ici, tout le monde, on n'a pas l'argent pour changer. Donc, elles sont pas si propres que ça. Oui, en plus, elles sont pas si propres. Ils ne savent même pas comment. Arrêtez. Mais nous, on a pas les moyens, c'est sûr. Non, mais elles sont pas aussi propres que ça. Parce qu'il faut savoir, une bonne chose, c'est que quand on veut vendre des voitures électriques aux gens, quand on veut vendre des voitures électriques aux gens, il faut savoir qu'effectivement, les Chinois ont raté effectivement le moteur thermique. Donc c'est en train de spéculer parce que la plupart des voitures sont fabriquées effectivement en Asie. Des batteries sont fabriquées en Asie. Et quand on dit ici, prenez des voitures électriques, ça pollue moins, quelque part c'est honteux, c'est cynique parce que la pollution on l'a déplacée ailleurs. Parce qu'en Mongolie, dans le désert de Mongolie et dans l'ouest de la Chine, vous avez des usines qui extraient les minerais avec des tas de produits chimiques qui polluent. Alors finalement, nous ici on va polluer moins. Mais là-bas, on va polluer plus. C'est des enfants. Et je suis désolé, la Terre elle est ronde. Et honnêtement, quand on va tous claquer parce qu'on aura fait les cons avec cette planète, il n'y en a plus, on est tous seuls. Les riches crèveront aussi. Oui. Voilà, on va l'oublier ça. Et comme la batterie, on ne sait pas réellement la recycler ou comment bien la reconvertir. Mais tu vois, la batterie que dans 5 ans, on va changer. 3 ans, 5 ans, je ne sais plus. Mais même la batterie, ils ne savent même pas comment la recycler proprement. Ils en sortent à la chaîne. Ils ne veulent pas trop que vous leur parce qu'ils ne savent pas comment faire après. Donc ces gens qui sont en place aujourd'hui, qui mettent des trucs qui servent à rien, et excusez-moi l'expression, les pièces de la merde pour ceux qui arriveront après quoi. Comme pour les centrales. Des déchets, encore des déchets, toujours des déchets. Pourquoi? Parce qu'effectivement il faut consommer, surconsommer, consommer. Voilà, parce que mais là, c'est le débat, ça peut durer des jours. À mon avis, placer mon énergie des gens, à mon avis, il va falloir donner ça à des gens, des spécialistes. On n'est pas spécialiste de la batterie électrique, de l'hydrogène, pas encore. En tout cas, moi je ne veux pas reprendre les études, je suis venu maintenant. Alors, on a reparlé de renationaliser les autoroutes aussi. Oui. Les gens, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure. Ensuite, exonération de la taxe d'héritage pour les plus modestes. Parce que pareil, là, au niveau des successions, c'est des gens qui sont obligés de vendre du patrimoine familial pour pouvoir payer ces taxes. Ce qui est inadmissible parce que pour des gens qui se sont toute leur vie sont saignés pour laisser quelque chose à leurs enfants, les enfants. Et pareil pour les EHPAD. Les EHPAD, on est obligé de vendre ces maisons pour pouvoir payer les EHPAD à ses parents ou à ses grands-parents. Donc c'est ahurissant. Voilà. Exonération de la CSG pour les retraités, plafond indéterminé. Bon, il y en a qui peuvent payer, d'autres qui voilà. Il faut déterminer un plafond, dire ceux-là doivent payer la CSG. Et les plus petits, voilà, la tranche, de remonter la tranche en fait. Donc ça, il faut y réfléchir à ça aussi. Mettre en place alors là, une taxe sur les robots, parce qu'on en parle depuis longtemps. Chez Andros, voir ce qu'ils sont en train d'installer. Vous avez visité la nouvelle structure qu'ils sont en train de monter là. Combien d'emplois ça va enlever au niveau des caristes? Des dizaines et dizaines d'emplois qui vont être supprimés parce qu'ils montent des automatisations, voilà. Et ça, les robots ne cotisent pas à la sécurité sociale. Et voilà, ils ne consomment pas. Là, il y a des taxes à... Voilà, là, il y a des taxes à récupérer sur la robots. Sur côté, que tout à l'heure tu disais, en gros, c'est 13 ou 17% de... Oui. 17% de taxes sur l'ensemble du chiffre d'affaires que Jarvozon, le propriétaire d'Andros, c'est une entreprise familiale encore. Jarvozon, c'est quand même la deuxième fortune de la région de Italie, avec 1,3 milliard quand même. Donc là, on peut prendre du pognon. C'est milliard. C'est milliard. C'est ça. Tout à l'heure, c'était peut-être enseigner un peu. Mais on ne va pas vous demander de nous donner on va prier, s'il vous plaît, soyez gentils. Je suis l'abbé Pierre, s'il vous plaît, donnez-moi un peu d'argent parce que il y en a des élus, puis on en a. Ouais, ça va changer les dents après. Puis on a après, augmenter les taxes sur les transferts financiers et les opérations boursières. Parce que là, ça, ils en parlent, mais quand on voit c'est 0,1% ou 0,01%. C'est insignifiant. C'est 0,1%, c'est signifiant par rapport au transfert boursier qui peut se passer. Voilà. Et 0,01, alors je ne vous dirai pas exactement sur quel transfert tout ça, mais c'est 0,01. Les revenus financiers, tu les taxes au même tarif que les salaires. Oh là là, mais tu vas voir que le déficit de la Sécu et ça c'est sûr. Revoir le système bancaire, donc on en parlait tout à l'heure, les choses, c'est 6 milliards d'euros qui ont récupéré les banques. Ça, par exemple, en Espagne, apparemment, ils financent la retraite, les banques financent la retraite. Ils participent maintenant au financement de la retraite. Ça, c'est. Voilà, donc les banques, elles peuvent aussi bien payer, même les compagnies d'assurance, les grosses compagnies d'assurance aussi, parce que là aussi, il y a des choses à voir aussi au niveau des assurances, tout ça. Voilà. Reparler d'un revenu universel, donc il y en a qui nous l'ont dit. De quoi? D'un revenu universel. Donc après, non mais ça c'est l'avis de certaines personnes qu'on a rencontrées. On est en train de présenter ce que disait après, il y a un débat, voilà. Solidarité. Voilà. Oui. Alors par contre, ne pas toucher à l'âge légal du départ à la retraite, apparemment le Sénat a voté 63 ans. Ah oui, mais ça y est.
Ouais, donc, oui, mais c'est pas passé encore à l'Assemblée. Ah ouais? Pas encore. Donc ils ont quand même passé l'âge légal du départ à 60 ans. Il faut revenir à 60 ans. Voilà. Ils ont quel âge? Ah, mais ça, après, voilà. Et voilà, et comme je vous disais, alors les citoyens expriment leur ras-le-bol devant tant d'injustice et d'inégalités indécentes. Voilà. On a arrêté là. Ça a été chacun ressorti. Alors, ce qui est ressorti, oh là là, hein, c'était. J'en ai là encore, parce qu'on a. Ça, c'était à Martel. Mais je vais vous dire, des témoignages directs là. C'était taxe impossible, trop à payer, on est des vaches à lait, il y en a marre. Qu'est-ce que tu dis là? Marre de payer trop de charges. Dans nos régions, les déplacements de plus en plus loin, hôpitaux, maisons de retraite, EHPAD, besoin d'essence pour tout, réduire les déplacements et améliorer les transports, moins d'impôts, moins de taxes. Charges en général, plus d'humanité aussi, et de reconnaissance pour les petits gens. Salaire, retraite, ras-le-bol, Macron. Oui, et là, il y en a encore. Même statut pour tout le monde. Pour tout le monde. Un peu plus de justice, d'égalité, de pauvres, d'achat, merci. Vous voyez, ça, c'est les gens qui ont écrit ça, c'est pas nous. Hein. Ouais, alors, quand on les arrêter à Martel, c'était ça. En fait. Voilà, il y en a d'autres, il y en a eu tellement. Voilà. Comment? Est-ce qu'il a été abordé des choses sur l'information, sur les médias? Est-ce que des gens se sont exprimés sur ça? Très peu. Très peu, parce que bon, les médias disent ce qu'ils veulent. Voilà. C'est-à-dire déjà, c'est même pas la peine d'en discuter, parce que tout le monde pense vraiment qu'on les guide dans la bonne direction, et ils mettent... Les médias sont dirigés par la finance, de toute façon. Oui, voilà. Donc je pense qu'il est temps de faire quelque chose. En tout cas, c'est pour le pouvoir d'achat. Sur les chaînes de télé, on voit déjà la différence. Alors là, il s'agit, monsieur le sous-préfet, il s'agit d'un cahier de... Il s'agit d'un cahier de doléances d'une certaine forme, d'une certaine façon, qui a été rédigé de façon un peu collective. Est-ce que vous avez reçu d'autres doléances, d'autres groupes ce matin, par exemple Non, c'est la première fois que j'ai quelque chose de formalisé, j'ai envie de dire, de organisé, concerté. Vous m'avez dit que vous avez fait des rencontres, etc. Sinon, j'ai eu des doléances, mais un peu plus pêle-mêle, j'ai envie de dire, au fil de mes rencontres depuis le début du mouvement, où j'ai été sur le terrain à la rencontre des gens. Je l'ai déjà dit, le premier aspect, c'était pour moi d'aller écouter les concitoyens. Il ne faut pas oublier que les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, ce qu'on les appelle ici, ils font partie du pays, et ils vivent dans ce pays avec tout le monde, comme les forces de l'ordre, d'ailleurs, qui sont en contact depuis le début. Donc c'était une manière d'apporter la considération et l'écoute qui sont indispensables. Ensuite, le deuxième aspect primordial, c'était le souci de la sécurité, et c'était de passer le message, de dire aux gens qu'ils ont le droit de s'exprimer et que c'est possible dans ce pays, et bien heureusement, il faut que ça continue, mais que ça ne doit pas être au détriment de leur propre sécurité et de celle des usagers de la route. Sur ce point-là, on peut dire qu'on est un département exemplaire. On n'a pas eu d'accident, Je souhaite que ça dure. Le préfet le souhaite aussi, et son message. Ça a failli. J'imagine que ça a failli, mais ça ne peut pas être anecdotique, parce qu'on aurait un seul accident, ce serait dramatique, un seul blessé, ça le serait aussi. Mais on a eu affaire à une population compréhensive, à des manifestants pacifiques, mesurés et responsables. Donc voilà. Donc moi je suis allé au contact pour ces deux principales raisons, et puis ensuite évidemment que j'ai partagé des échanges, des discussions, et que j'ai pris des éléments en direct. Mais c'est la première fois que c'est formalisé par écrit. Je me permets une autre petite question. Qu'est-ce que vous pensez de ce niveau de maturité d'expression qui pourrait être honorable pour la France, pour la démocratie? Est-ce que vous pensez que c'est un bon exercice de la démocratie, ça? Je ne sais pas si c'est un bon exercice, mais en tout cas c'est un exercice. Ensuite, on ne peut
peut pas blâmer les gens de considérer qu'ils n'ont plus que ce mode-là d'expression. Donc s'ils l'ont choisi, c'est quelque part en conscience, ils considéraient qu'il n'y en avait plus d'autres. Donc on ne peut pas renvoyer les uns et les autres en disant, mesdames et messieurs, vous avez des représentants de la nation, vous avez des administrations, et donc circuler, il n'y a rien à voir. On est quelque part dans l'obligation, c'est même un devoir, de le prendre en considération, et de l'écouter et d'y répondre. C'est constructif. Oui, c'est constructif. Voilà. J'ai envie de vous dire, la contestation dans l'histoire de France, elle n'est pas nouvelle, et dans la majorité des cas, on peut considérer qu'on en est le plus souvent sorti par le haut. Pas cette fois, parce que moi j'ai envie d'être positif, d'être optimiste quant à l'issue. Je vous dis une fois de plus, quand on fait des propositions constructives, étayées, et que ça se fait dans un calme apaisé et de dialogue, il peut en sortir que des bonnes choses. Moi, j'aurais rajouté justement quelque chose de positif, c'est que la transition écologique dont on a besoin, c'est un travail qui est bien plus important que celui qu'il y a eu après-guerre. Il y a du travail pour tout le monde. Il y a un moment où vraiment, au lieu de se taper dessus, on peut vraiment arriver à trouver la place pour tout le monde, avoir un meilleur lien social pour tous. Il suffit simplement de redistribuer les richesses et on peut tous aller vers une transition énergétique et écologique. Travailler tous ensemble, main dans la main là-dessus. Certainement. Ensuite, moi, pour rester dans le positif, moi j'ai souvent entendu sur le terrain cette espèce de fracture dans la nation entre les uns et les autres, et quelque part, le mouvement des Gilets jaunes, il a effacé plein de différences, plein de choses, en rassemblant les générations, les corporations, etc. Donc voilà, il faut retirer ça aussi. Hier sur un rond-point, j'ai vu un ancien chef de la gendarmerie et qui était avec les agriculteurs et l'infirmière et le chef d'entreprise. Et c'est pareil aujourd'hui. Ça s'appelle la solidarité. Oui, mais cette solidarité, je ne la voyais pas plus que ça avant. Non, c'est pas plus que ça. On la voyait quand même. Si on écoute les gens parlaient. Moi, je suis beaucoup sur le terrain, au contact, et je le vois dans les associations, qu'elles soient sportives, culturelles. On a ces compositions hétéroclites de milieux socio-professionnels, mais là aujourd'hui, c'est majoritaire. Mais on a beaucoup gouverné jusqu'à aujourd'hui en pressant les gens les uns contre les autres. Je ne sais pas si c'était une volonté. Ce qui se passe aujourd'hui, peut-être un résultat et pas une volonté. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on s'aperçoit que c'est le phénomène inverse qui est en train de se passer. C'est ça qui est. Kevin, t'as quelque chose positif aussi. Les gens sont vraiment à se parler. Il est arrivé à nous rassembler. Kevin, attendez, Kevin veut dire quelque chose, il a pas parlé. Je m'interroge, c'est l'artiste en plus. Monsieur le sous-préfet, par rapport à ce que vous allez faire vous en fait, par rapport à tout ce qu'on a dit. Mais moi, c'est extrêmement clair. Je suis transparent. Moi, déjà, je suis content d'avoir ce document. Vous allez faire quoi, monsieur le document? Ce document-là, je vais le présenter au préfet, et chargé de recueillir sur le département des éléments pour faire remonter au cabinet du ministre. Et au ministre lui-même, et bien sûr au président de la République. Ensuite, si vous avez pris, j'ai envie de vous dire, un petit peu d'avance sur les événements à venir, puisque le président de la République et le Premier ministre l'ont largement évoqué, c'est en train de se préciser, ils veulent lancer une consultation citoyenne dans les jours qui viennent jusqu'à la mi-mars. Donc, c'est quelque part précurseur de ce qui devrait se passer sur le territoire, c'est aller au contact, recueillir les propositions, les problématiques, les formaliser pour les amener au débat national. Oui, monsieur, jusqu'à mi-mars, je ne crois pas que c'est trop long, parce que par exemple, il y a les revendications de base.
celle de base des salaires, des retraites, des taxes. Oui, tout ça, qui peut être directement. Que directement, il pas besoin d'attendre 3 mois là-dessus. Parce que si on attend 3 mois, peut-être avant une réponse, c'est-à-dire qu'en 3 mois, on va encore continuer jeune. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, c'est la première fois que ça fait. Mais cet élément-là, rassurez-vous, on a des points de synthèse et de remontée qui sont quotidiens. Il sera dedans. C'est-à-dire qu'au-delà de votre réflexion, on va faire remonter le fait qu'il y a un certain nombre de sujets dont la demande est expresse et avec un règlement immédiat. L'annulation de la taxe prévue au 1er janvier sur l'année 2019 est une première réponse. Mais justement, sur la immédiat, on est déjà dans le souci maintenant. Peut-être que vous parlez de 2019, on l'a payé actuellement, mais le souci il est là maintenant. C'est une baisse. Le problème, c'est pas l'annulation de l'augmentation de la taxe, c'est pas ça le problème. Ça, c'était vrai il y a 3 semaines. Je crois que le gouvernement n'a pas pris la mesure de ce qui s'était passé depuis 3 semaines dans ce pays. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez raison de le dire, il a réussi à nous rassembler, quoi. Et dans la diversité, etc. Parce qu'évidemment, au présidentiel, il y a eu 80% d'électeurs, on a tous été plus ou moins votés, on l'a vu tout à l'heure, en exprimant des points de vue différents et des votes différents. Ce qu'il a réussi à faire, c'est de nous rassembler. Mais pas sur la base que lui voudrait l'entendre. C'est sur ce que nous on veut. Et la question du pouvoir d'achat, c'est pas celle de l'annulation des taxes, on n'en est plus là. Quoi. On ne peut pas supporter qu'une personne ait 800 € à l'époque actuelle des choses. 800 €, c'est le problème, il n'est pas d'attendre le mois de mars, parce que nous, on va passer les réveillons sur les péages. On va le faire. On sera au péage, attends. Il faut donner la dette avec Noël. Attends, je vais continuer. Par contre, j'entends la volonté de dialogue. On va voir, mais ce que j'ai entendu hier à l'Assemblée, c'est pas un dialogue. C'est un monologue. On a un Premier ministre qui est en fin de carrière, qui va prendre sa retraite, ou alors s'il apprend pas, on va le dégager. Ah oui, parce qu'à un moment donné, ça se pose comme ça quand même. Mais comment dire, le dialogue, c'est pas dire on a mis des taxes en début d'année. Nous, on a des propositions. Il y a un truc sur lequel on va encore travailler. Oui, on peut chiffrer certaines choses. Voilà, mais c'est des propositions et le chiffrage qui correspondent aux mais il y a des gens qui ont fait l'ENA pour ça. Non, moi je n'ai pas fait l'ENA. Non, mais bien sûr, les calculs. Non, mais moi je n'ai pas fait l'ENA, mais sur les ENA. Moi je n'ai pas fait l'ENA, ils ne vont pas décider à la fête de ce qu'ils vont mettre pour moi. Ça, certainement pas. Ça, c'est terminé justement. Ça, c'est exactement ce qu'on veut. Ils sont il n'y a pas de chance de l'ENA. Attends, c'est pas facile d'opposer. C'est pour ça que je dis ça, c'est pour vous faire rebondir, vous n'avez pas compris. Vous énervez. C'est juste je ne vais pas refaire le truc sur la démocratie comme tout à l'heure. Par contre, c'est sur le chiffrage des choses. On a commencé à réfléchir, etc. Parce qu'Eric m'avait demandé de faire 2-3 propositions. On va prendre le temps d'en discuter entre nous, parce que moi je suis pour la démocratie, même si j'ai quelques idées quand même. Mais on va prendre le temps d'en discuter entre nous. Par exemple, comment dire, l'augmentation du SMIC. On peut le financer. C'est vrai que ça pose des problèmes pour les petites et moyennes entreprises, pour les artisans, etc. C'est vrai que ça pose des problèmes tout de suite. Le vrai problème, c'est de baisser les charges. Et là, on peut trouver des organismes qui sont créés, nouveaux, à caractère nouveau, qui organisent la péréquation entre les petites et les grandes entreprises. C'est absolument, alors, total 0% d'impôt, quand même. Voilà, mais c'est Pierre Candros. C'est Pierre Candros. Comment dire, et puis, il ne faut pas nous amuser avec les traités de l'OMC, etc. Parce que moi, je suis à un moment donné, il faut sortir des traités, si ça ne nous convient pas. Par exemple, sur la transition énergétique et l'emploi en même temps, on a quand même un truc fantastique. Vous parliez de la Chine, des concurrents. Moi, ce que je veux dire aux Chinois, c'est pas compliqué. C'est que quand en France, ils viennent acheter les forêts qui coupent les arbres, c'est les scieries françaises qui coupent les arbres, pour les Chinois, pour les mettre sur des bateaux, que ça part en Chine, même pour les crevettes, c'est pareil. Oui. Que ça part en Chine et qu'on les réinvestit, qu'on les réimporte en France sous forme de parquet de plancher, parce que ça coûte moins cher que de les faire transformer en parquet là-bas plutôt qu'en France. Moi, c'est pas compliqué. Il y a un terme qui s'appelle le protectionnisme solidaire. On taxe les produits qui reviennent en France plus fort que ce qui coûterait s'ils étaient produits en France. Et là, l'emploi, on va le retirer. Ça fait partie des choses qu'il faut qu'on discute. Oui, mais il y a plein de mesures. Des idées, il y en a. Excuse-moi, je voulais revenir vite fait sur tout à l'heure ce que je vous disais, que je souviens d'avoir fait ce texte où vous avez dit, vous avez dit quelque chose, je peux te répondre, vous avez dit oui, mais ils font déjà quelque chose et ils y réfléchissent. Non, excusez-moi monsieur, ils n'y réfléchissent pas, il faut monter la pression.
Parce qu'ils se réunissent pendant un jour et demi, pour après aller annoncer à la télé, ah, on n'augmente pas le prix de l'essence pendant 3 mois, on verra après. En résumé, c'est 6 mois, bon. Voilà. En résumé, c'est ce qu'ils ont dit, sans vouloir trop développer dessus. Mais ils se moquent de nous, ils le font exprès. Ils ont demandé. Les gilets jaunes, on demande la baisse des prix, on ne demande pas de pendant 3 mois ou 6 mois, le prix ne va pas bouger. Vous imaginez, c'est-à-dire déjà que là c'est hors de prix, pendant 6 mois ce sera encore hors de prix, et dans 6 mois l'État va faire bon les gens. Pendant 6 mois j'étais gentil avec vous, les 6 mois sont passés, augmentation. Non, en fait, ajouter un petit truc. Les gilets jaunes veulent du concret. Voilà, voilà c'est tout. Si on nous a des réponses, ça veut des réponses. Eric, une petite chose très concrète, c'est par rapport à ce que vous avez dit, on est les premiers à déposer. Je sais qu'il y a Drama, les revendications, je l'ai vu hier soir, les photos de Drama, ils les ont envoyés. C'est à peu près les mêmes que nous, quoi. Ah bon, quand on se retrouve sur le c'est pareil. Je dis, c'est la première fois que c'est formalisé, c'est pas la première fois que j'entends. Bien sûr, bien sûr. Si le préfet, il veut nous recevoir. Moi, par contre, personnellement, je suis pour qu'il y ait une délégation qui aille voir le préfet, qui est élu entre nous, avec la parité obligatoire. C'est-à-dire que si nous on y va, il y aura un homme, 2 hommes, 3 hommes. Deux hommes et même, on peut les rencontrer tous ensemble. Déjà, monsieur le sous-préfet va transmettre quand même à monsieur le préfet, ils se voient quand même ce soir. Après nous, par contre, ce qu'on va faire, mais ça c'est rencontrer la députée. On va aller la chercher. On va la rencontrer. Madame la députée, elle va avoir. Non, parce que le problème qu'on a avec les ordres du département, c'est la capacité de savoir, c'est que la vallée de la Dordogne, elle est oubliée par tout le monde. Et quand je dis ça, quand je disais ça tout à l'heure, que je vous ai senti à la bienvenue, en organisant du département, on est en permanence ignoré. Alors il n'y a pas que les services, c'est une attitude générale de tout. Par exemple, la presse. Territoire au niveau national. Il y a des réunions à venir à Paris qui vont nécessairement traiter du sujet. Excusez-moi, je n'avais pas enregistré, donc vous vous engagez à faire remonter cette... Oui, bien sûr. Je dis à faire un débriefing précis et à transmettre évidemment le document commenté au préfet. L'autre chose à laquelle je m'engage, c'est de lui relayer notre demande d'audience. Donc là, vous pouvez me laisser les coordonnées. Je vous dis jusqu'alors, le préfet a reçu toutes les délégations qui l'ont souhaité, y compris la semaine dernière, pardon, cette semaine, je me perds dans les jours, mais cette semaine à Souillac, où une délégation est venue à la soirée chez M. Pivaudran, le lancement de la marque pilote par le département. C'était pas prévu, mais on a pris le temps, on a reçu la délégation, on a échangé. Il a pris les coordonnées aussi de quelqu'un avec qui un rendez-vous est fixé. Donc je répète que le dialogue, la porte est ouverte dans cette configuration-là, et empreinte de respect et de considération des uns envers les autres. Voilà ce que je peux vous dire. Si vous avez besoin, envie de me revoir ici, sous ce format-là ou sous un autre, là aussi, le secrétariat étant là, vous me contactez et on trouvera un moment sans difficulté. Très bien.